753, vous voyez. On nous dit un certain nombre de partis d'intervenants ont proposé que la Cour déclare invalide et inopérante les lois inhumaines de la législature du Manitoba et en reste là, en comptant sur les législatures pour mettre au point une modification constitutionnelle. Or, la première étape pour un juge de cet arrêt-là, c'est de se prononcer sur l'invalidité. La deuxième étape, c'est de demander aux partis qu'est-ce qu'on fait si c'est invalide. Ça, c'est une deuxième étape qui viendra après. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est uniquement de déterminer que la législature de la province de Québec, c'est bien la législature de l'article 71 et que ce n'est pas le Parlement du Québec. Et pourquoi ce n'est pas le Parlement du Québec? Regardez, si vous tournez la page du petit texte que je vous ai mentionné ici, chapitre 62, toujours sur la requête, la réponse à la requête. Oui, quelle page? Oui, alors c'est tout de suite après l'article 90-91, je pense. Alors là, vous avez une partie de l'extrait de la loi sur l'Assemblée nationale. Et puis ça nous dit que l'article 2 nous dit l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Alors, si le Parlement du Québec assume, ça veut dire qu'il n'est pas la législature du Québec. Et la législature du Québec, il faut regarder qu'est-ce que c'est. C'est pas la législature qui était prévue à la loi constitutionnelle de 1867. C'est celle qui fait référence à ce qui a été constitué en 68 et qui s'appelle la législature du Québec. C'est pour ça que le « du » est un petit peu partout depuis 1968. Tandis que dans les textes, c'était la province de Québec. Alors donc, il y a une première entité qui s'appelle la législature de la province de Québec. Il y en a une deuxième qui dit qu'elle exerce les pouvoirs de la législature de la province de Québec. Ça s'appelle la législature du Québec. Et il y aura maintenant une troisième entité qui s'appelle le Parlement du Québec et qui dit assumer les pouvoirs de la deuxième entité. Quel coup? Si vous regardez l'annexe 1, je m'excuse, l'annexe 2. Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu la loi sur l'Assemblée nationale le 18 décembre 1982. Alors, vous voyez le texte juste en haut. Le président, M. Vaillancourt-Jonquière, dit loi de projet 90, article 17. M. Lalonde, M. le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés seulement. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. M. Gay dit 12. M. Lalonde, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1 aura pour effet de corriger. Alors, est-ce qu'une assemblée qui est irrégulièrement formée peut se corriger elle-même? Voyons. N'importe quel étudiant en droit pour vous dire que ça se peut. Mais ça se pouvait. Au Québec, tout se peut. Et quand on regarde les textes, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont discuté de la situation à ce moment-là. Probablement des gens du barreau, probablement des gens de la législature. Il faudrait demander à M. Lalonde qui exactement. Mais ces gens-là étaient au courant. Mais les avocats qui sont dans la salle, ceux qui restent, est-ce qu'ils étaient au courant de ça?
que la base de la loi sur l'Assemblée nationale, c'était parce qu'il y avait une irrégularité. Alors, je pourrais continuer et vous dire que cette irrégularité était une irrégularité constitutionnelle parce que, voyez-vous, les 122 députés pour faire... On s'éloigne peut-être du sujet, j'ai bien compris. Vous m'avez indiqué l'endroit. Madame la juge, avec votre permission, je vais profiter de quelques instants, donner la chance à mon collègue de reprendre son souffle. J'avais cru comprendre ce matin que nous étions sur une requête pour suspension des procédures. Mon collègue a commencé, le premier document qu'il nous a déposé, c'est une réponse à la requête en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95. Ai-je bien compris les propos de Mme la juge ce matin, lorsque vous avez dit que la requête en rejet d'avis d'intention serait fixée sur le rôle des causes? C'est clair que je ne trancherai pas cette requête-là ce matin. J'ai déjà décidé, il y a plus de 30 minutes, que cette question-là était pour être référée afin que vous puissiez fixer la requête en rejet sur le rôle des causes contestées. Maintenant, je comprends que, Maître Lebrun, vous avez fait le tour de vos motifs qui émanent davantage, qui sont allégués dans votre requête pour suspension, parce que la seule question que j'ai à trancher ce matin, c'est à savoir est-ce que j'ordonne la suspension ou non des procédures qui sont entreprises à la Cour du Les Québec. documents que je vous ai remis, c'était pour vous permettre de regarder les textes constitutionnels ou paraconstitutionnels. Donc, on comprend tous que c'est pas pour la question de la requête pour rejet. C'est exact. Est-ce que vous avez... Cependant, oui. L'allégué 5 de ma requête, c'est-à-dire la Cour du Québec est une entité inconstitutionnelle créée par une entité appelée Parlement du Québec et qui n'est pas prévue à la Constitution. Donc, c'est en raison de votre allégué, justement, 5 que je vous ai permis de m'entretenir sur cette question-là. Maintenant, vous m'aviez demandé 30 minutes. Je pense que ces 30 minutes sont écoulées, donc à moins que vous ayez quelque chose de très spécifique à ajouter. Alors, je ne pense pas que la Cour supérieure, qui doit respecter la Constitution, peut permettre qu'une Cour qui n'est pas constitutionnellement fondée puisse faire en sorte de condamner mon client à une peine d'emprisonnement. Alors que tout ça a été fait ex parte, et surtout, que la juge Beauchesne n'a pas voulu discuter des questions que j'ai soumises à votre attention, et donc de sa compétence. Et je pense qu'il est quand même important Quel est le document que vous entendez déposer? C'est une série de jurisprudence que je vous remets. C'est une question de suspension? Sur la question de l'importance de se prononcer sur sa propre compétence. Alors, Je pense, Mme la juge, qu'on s'éloigne du débat. Je ne veux pas paraître là. Vous savez, la juge se prononce sur sa propre compétence en se déclarant elle-même compétente, Mme Julie Beauchesne comme juge, alors que le juge Jacques Paquet a tout simplement s'est acquitté de la requête en déni de justice qui a été déposée contre lui en 2004 dans le dossier 500-22-091-915-036.
lequel dossier j'avais demandé au juge Paquette de déférer la cause en Cour supérieure à cause de l'incompétence de la Cour du Québec en matière de droit constitutionnel fiscal. Et le juge Jacques Paquette a refusé, tout simplement, il a rejeté ma demande de déférer la cause en Cour supérieure. Et c'est dans ce fameux dossier qu'on m'a déclaré plaideur vexatoire. Et il a fait paraître dans tous les palais de justice du Québec cette condamnation de plaideur vexatoire, alors que les huissiers, à partir de là, n'avaient plus le droit de signifier aucun document à partir de mes demandes ou de mes actions devant les tribunaux ou devant la justice. Je continue. Mais je pense que mon collègue, là, bientôt, il a sa disponibilité 45 minutes. On a tous bien compris. Moi, personnellement, j'ai compris qu'est-ce qu'il veut nous dire. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est le moment de plaider ça. Ce qui est important, là, c'est que j'ai pas entendu mon collègue, pas une minute, sur par quel voltige vous pourriez ce matin suspendre les représentations sur la peine qu'a entamé la juge Beauchamp. Pas un argument. Vous savez ce que présente présentement l'avocat maître Guy Fontaine sur la peine, concernant les représentations sur la peine à mon sujet. Il maintient ça dans toute la délinquance, dans tout l'état délictuel de la Cour du Québec, de l'Assemblée nationale, de la juge elle-même, de la Cour du Québec. Et c'est pas lui qui va payer, mais il va payer peut-être indirectement, parce qu'éventuellement, c'est redevable. Cet emprisonnement-là va être redevable en faveur de chaque citoyenne et de chaque citoyen du Québec, en faveur de chaque citoyen et chaque citoyenne du Canada. Vous comprenez? Et c'est le barreau qui a formé maître Guy Fontaine dans sa structure mensongère et trompeuse. Donc, il est fondé sur le mensonge et la tromperie contre son opposant du même barreau, maître Michel Lebrun, qui, lui, est un avocat de vérité, de dignité, d'honnêteté et de conviction. Maître Fontaine n'est pas là pour appliquer la conviction, mais il est là pour protéger le mal. Il est là pour protéger le crime commis par l'administration de la justice, par le barreau du Québec et par l'Assemblée nationale. On continue. Sur ça. Alors, je comprends que de toute façon, il terminait. Ce sera votre tour bientôt. Et je vais attirer votre attention sur le paragraphe 6 qui dit que la juge Beauchamp n'a pas voulu discuter de sa compétence. Et puis que les cours provinciales ont toujours eu le pouvoir de trancher de telles questions, ce qui est à l'article 8. Et puis, dans ce cadre-là, mon client ne peut pas être condamné. Il ne devrait pas être condamné. C'est la raison pour laquelle vous demandez de suspendre les procédures s'ils sont devant la juge. Jusqu'à temps que la Cour ait décidé de l'affaire. Parfait, je vous remercie, M. Fontaine. Je vais être bref, Mme la juge, j'ai bientôt 50 minutes de passer là-dessus. Les choses simples dans la vie, on tente de les laisser simples. Les choses compliquées, ma philosophie, c'est de les simplifier. M. Normandin a été accusé d'infraction à la loi de l'impôt sur le revenu. C'est pas... M. Normandin en question, là, c'est par la loi du domicile, c'est tout simplement le sujet de droit que je représente. Et vous allez voir ce qu'il va dire à cet effet-là, comme quoi même pour la corporation Québec Inc., c'est l'administrateur qui est emprisonné. Il l'a dit lui-même, on ne peut pas emprisonner la compagnie. M. Normandin, c'est une compagnie, c'est écrit dans la loi. Tous les noms de famille, les patronymes sont des entreprises. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Et le représentant autorisé, c'est l'humain. Et l'humain n'a pas de droit dans la Constitution du Québec parce qu'il n'y a pas de Constitution au Québec. Il n'y a pas de droit à l'humain au Québec parce qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et Maître Guy Fontaine est au courant de ça. Il continue tout simplement à tromper la population, non pas parce qu'il est convaincu de ce qu'il fait, mais parce qu'il a l'habilité et il agit comme un robot, sans logique, pour tout simplement faire appliquer un droit ou des droits qui n'existent pas. Donc des droits complètement délictuels. On continue. Pour avoir omis, négligé
de produire des déclarations de revenus. Il y a eu, ces poursuites-là ont été... Ce n'est pas des déclarations de revenus, c'est pour avoir refusé d'observer la loi qui n'est pas une loi. Lui, Maître Guy Fontaine, a tout simplement transformé ça dans sa façon de dénaturer, de déformer les termes. Il a transformé ça en refus. Je n'ai jamais refusé, je le dis. Et lui dit le contraire de ce que je dis, alors que c'est moi qui ai l'accusé. Et je leur dis, je n'ai jamais refusé de payer l'impôt. C'est la loi que je veux respecter, il n'y en a pas. Prouvez-moi que c'est une loi, la fiscalité, et je vais payer l'impôt. Je n'ai jamais refusé de payer l'impôt. On me met en cours parce que lui dit que j'ai payé l'impôt. C'est pour ça qu'il y a plusieurs millions de dollars qui vont être versés du gouvernement du Québec à chaque citoyen ou à chaque société ou à chaque groupe ou à chaque famille du Québec et du Canada à partir de la délinquance administrative judiciaire du barreau du Québec et des avocats qui viennent du barreau du Québec qui mentent à la population du Canada d'un océan à l'autre. Intenté en vertu de la partie 27 du Code criminel. Infraction dite sommaire. Le Code criminel ne s'applique pas au Québec. L'article 482.2 du Code criminel canadien stipule que la Cour du Québec n'est pas une cour provinciale ainsi que la Cour de l'Ontario n'est pas une cour provinciale et l'article 15 interdit à un juge qui occupe un pouvoir souverain de facto, qui n'est pas constitutionnel, n'a pas le droit de rendre jugement. Et ces articles-là ne sont pas respectés, ne sont pas observés. Et Guy Fontaine, Maître Guy Fontaine, est protégé par le règlement qui n'est pas une loi, qui n'a pas de sanction royale, qui est absolument rien. C'est le règlement fédéral CRC, chapitre 390, qui maintient le statut de province de Québec contre la loi E20.2 qui a fait du Québec un État, un Parlement, et qui a accordé au peuple du Québec l'immunité, donc la prérogative du peuple du Québec. On continue. M. Normandin a reçu une sommation. M. Normandin a... Celui qui a reçu la sommation, c'est pas M. Normandin, c'est son représentant en vertu de la loi, en vertu du jugement de l'honorable juge François Godbout, le jugement de la Cour au dossier judiciaire 200-22-028-373-041, et par le jugement du juge François Godbout, je suis le représentant autorisé, donc celui qui a été emprisonné le 12 mai dernier dans le dossier qui nous concerne actuellement, c'est tout simplement moi l'humain, le représentant autorisé de celui qui est poursuivi, qu'on appelle Jacques Normandin, Assurance sociale 231-249-525. Ce n'est pas moi, et il va vous le dire tantôt lui-même, vous allez pouvoir comprendre. A reçu un avis d'audition dûment signifié par l'huissier, l'informant de l'audition de son procès qui était le 24 avril 2014. M. Normandin a choisi de ne pas se présenter à son procès. Je n'ai jamais fait le choix de ne pas me présenter au procès, et même plus que ça, il m'a forcé à signer un document avouant lui-même le 3 juillet dernier que la signature créait l'effet de droit, donc créait l'existence juridique dans tous les dossiers qui le concernent dans ce dossier judiciaire-là. Alors que si je n'avais pas signé, il n'y aurait pas le droit de me juger, il n'y aurait pas le droit de m'emprisonner, il n'y aurait pas le droit de me réclamer une amende. Mais il m'a forcé par la menace de l'emprisonnement, parce que j'étais emprisonné avant même de comparaître à la Cour, et il m'a forcé à signer les documents, et j'ai même révélé, avoué à la Cour que je vais même signer des feuilles en blanc, ils feront ce qu'ils voudront avec, parce que tout s'est fait par la menace. Mais maître Guy Fontaine n'a rien compris de ça. J'ai hâte qu'un jour, ça lui arrive, cette chose-là, et qu'il passe par le même traitement que je passe moi-même. Je continue. La juge Beauchesne a entendu la preuve et testimoniale et documentaire qui a été faite par la poursuite. À l'issue de cette représentation de cette preuve, la juge Beauchesne a trouvé M. Normandin coupable sur tous les chefs d'accusation. Cette même journée du 24 avril, la juge Beauchesne avait deux outils à sa disposition. Ou bien elle procédait à l'émission d'un mandat d'arrestation pour s'assurer de la présence de monsieur au niveau des représentations sur la tête, ou bien elle pouvait émettre sur le champ un mandat d'incarcération, ce qu'elle n'a pas fait à ma demande. Comme la poursuite avait l'intention de demander à la fois une peine pécuniaire et une peine d'incarcération, parce que c'est ce que la loi, à l'article 238,
Voyez-vous, c'est à sa demande, à la demande de Maître Guy Fontaine, que la juge n'a pas répondu. Donc, la juge est au service et doit répondre à l'autorité de Maître Guy Fontaine, et non le contraire. Donc, qui possède la souveraineté à la Cour, c'est Maître Guy Fontaine, qui représente Sa Majesté le Procureur général du Canada, et elle est tout simplement le serviteur de Sa Majesté le Procureur général du Canada, et son représentant à Sa Majesté le Procureur général du Canada dans le dossier, c'est Guy Fontaine, qui ordonne au juge de faire ce que lui veut qu'elle fasse. Elle n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Elle est tout simplement sous la juridiction et subordonnée à Sa Majesté le Procureur général du Canada. La loi d'impôt sur le revenu nous dit, à ce moment-là, le 24 avril, la juge Beauchesne a émis un mandat d'arrestation rapportable au 14 mai, à la date où les représentations sur la peine devaient être entendues. Monsieur est arrêté le 12 mai, a comparu le 14 mai, et à cette date-là, il n'avait pas d'avocat. Le lendemain, M. Lebrun est arrivé le 15 mai, il a comparé au dossier. Et après ça, le dossier a été porté au 3 juin. Au 3 ou au 11 juin, je crois. Au 11 juin. Et la première fois qu'on a entendu parler de l'histoire de l'inconstitutionnalité, de l'incompétence de la juge Beauchesne, c'est le 11 juin, la même journée où nous sommes venus devant votre collègue, la juge Miro, de la Cour supérieure. Et depuis ce temps-là, on tente de finir le dossier au niveau des représentations sur la peine. Je n'ai pas entendu mon collègue, pas du tout. Je vous écoute. Oui. J'aimerais juste que Maître Lebrun ait la même étiquette que j'ai lorsqu'il s'adresse à la Cour, c'est-à-dire le silence. Est-ce que ça va, Maître Lebrun? Je n'ai pas parlé. Non, votre client vous a parlé. Vous n'avez pas à avoir peur, Maître pas de danger. s'il vous plaît. Merci. Ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas entendu mon collègue, Maître Lebrun, vous parler par quelle subtilité juridique vous pouvez ce matin dire à la juge Beauchesne, écoutez, vous avez rendu un jugement experté, vous êtes saisi d'un dossier sur les représentations sur la peine, vous allez suspendre votre sentence, et lorsque la Cour supérieure aura étudié toutes les savantes questions de Maître Lebrun, mais le dossier pourra vous retourner, vous sentencerez, monsieur. Ça ne marche pas comme ça, le processus criminel et pénal. On le sait qu'un verdict de culpabilité, c'est une décision. La sentence, c'en est une autre. Monsieur est déjà allé en appel du verdict de culpabilité. S'il se trouve lésé, s'il trouve que la juge Beauchesne ne rend pas une sentence juste et proportionnée, à ce moment-là, il pourra aller en appel de la peine. J'ai expliqué à mon collègue la semaine passée tous les nombreux pouvoirs qu'a la Cour supérieure lorsqu'on applique les dispositions de la Cour d'appel mutatis mutandis. C'est-à-dire que si jamais, et ce n'est pas une certitude, mais Lebrun plaide comme si c'était une certitude que la juge Beauchesne va prononcer une peine. Vous savez, la procureure du Québec, dans le même dossier, a révélé tantôt que Maître Lebrun avait déjà été en appel et avait déjà plaidé pour la question de l'inconstitutionnalité des juges de la Cour du Québec, ainsi que de l'Assemblée nationale, et il a perdu. Donc, elle dépose encore une opposition, une requête en irrecevabilité de la demande de mon avocat, malgré les explications qu'il vient de vous faire. Et lui, Maître Guy Fontaine, aussi croche comme il est d'habitude, a dit qu'il peut aller en appel à la Cour supérieure alors qu'il sait pertinemment que dans un système aussi délictuel que le Québec, sous la gouverne souveraine du barreau du Québec, des juges et des avocats du barreau du Québec qui règnent d'un océan à l'autre du Canada, Maître Michel Lebrun, mon avocat, risque tout simplement de se faire refuser l'avis d'intention selon l'article 95, sauf si on décide d'aller devant une cour, soit du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, mais pas devant une cour de l'Ontario ou du Québec, puisque l'Ontario et le Québec, c'est pareil, ce ne sont pas des provinces, c'est écrit à l'article 482.2 du Code criminel canadien. D'incarcération contre son client. La poursuite peut le demander, la juge est maître de la décision. Il y a une chose qui est claire, par contre, parce que
Elle n'est pas maître, c'est lui qui est maître de la décision. Il l'a dit tantôt, c'est lui qui ordonne à la juge de faire ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas la juge qui est souveraine et qui prend des décisions, c'est lui qui l'oblige à prendre des décisions selon l'autorité de celui que lui représente, qu'on appelle Sa Majesté le procureur général du Canada. La loi l'oblige, il y aura certainement minimalement une peine pécuniaire. Ça, c'est clair. Si M. Lebrun et son client ne sont pas satisfaits de la sentence de la juge Beauchamp, ils n'auront qu'à déposer un affidavit. Il a les pouvoirs, c'est-à-dire la Cour supérieure a les pouvoirs de la Cour d'appel dans le code criminel pour suspendre l'ordonnance de paiement d'amende. Si son client... La Cour criminelle ne s'applique pas dans l'État du Québec, elle s'applique dans la province de Québec, et le statut de province accordé au Québec vient d'un règlement fédéral et non d'une loi, ni d'un arrêté en conseil. Ça ne vient pas d'un débat politique, ça ne vient pas d'un débat législatif entre les partis à l'opposition et le parti au pouvoir. C'est tout simplement une décision du bureau du premier ministre, tout simplement un bout de papier signé, comme quoi on maintient, malgré la loi 20.2, la désignation de province de Québec contre la désignation de l'État du Québec accordée par la loi 20.2 du Québec, qu'on ne respecte pas. Donc, les juges, les avocats, les notaires au Québec et du barreau du Québec ne respectent pas. Il était sentencé à une peine d'incarcération, ne serait-ce que de 7 jours. Il peut demander à la Cour supérieure de remettre son client en liberté. C'est ça les garanties qu'a M. Normandin au niveau de la peine éventuelle que peut rendre la juge Beauchamp. Et d'ailleurs, on a juste à consulter le code criminel version 2014 de Cournoyer-Ouimet à la page 1770 pour relire là, quelques principes qui nous gouvernent. Dans la cause R contre McNeil en 1979, la Cour d'appel de l'Ontario a dit « Un accusé peut appeler de sa condamnation même si la sentence n'a pas encore été imposée. Dans ce cas, une Cour d'appel peut remettre l'audition de cet appel jusqu'à ce que la sentence ait été imposée. » Je pense que ça, c'est dit tout. C'est deux processus distincts, complètement distincts. Imaginez-vous, Mme la juge, les juges de la Cour du Québec qui, avec le volume de dossiers qu'ils traitent là, en vertu de la partie 27 du Code criminel, si demain matin, quand un individu n'est pas satisfait du verdict, il s'adresse à la Cour supérieure, puis là, il dit, savez-vous, là, la Cour du Québec n'est pas compétente en vertu de la Constitution. Je demande de surseoir au prononcé de la peine. Il n'y aura pas assez de place dans la hall de la salle d'étage, ici au 2e du Palais de justice, là, pour que tous les gens dont les causes seraient suspendues, là, puissent attendre. Ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas comme ça. Mon collègue n'a rien établi d'apparence de droit au niveau de ses arguments d'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, ma collègue m'a... Il n'y a pas d'apparence de droit au Québec, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Ça a été prouvé, c'est écrit partout. C'est écrit à l'article 1 et 101.8 de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est écrit dans les formulaires T1118 et RC 251 de l'Agence du revenu du Canada. Il y a tellement peu de droits que l'Agence du revenu du Canada a volé 29 331,74 $ dans le compte de ma mère pour le sujet de droit Jacques Normandin, assurance sociale 231, 249, 525, qui n'a même pas de vie humaine. C'est un objet qui appartient au gouvernement. On appelle ça un usufruitier, tout simplement. Et la loi du domicile s'applique. Et la loi du domicile, présentement, fait que moi, comme humain, je n'ai plus de domicile québécois ni canadien, parce que le fédéral dit que le Québec, c'est une province, alors que le Québec dit que le Québec, c'est un État. Donc, moi, je ne suis pas dans l'État ou dans la province de Québec, je suis avant tout un Canadien, et quand le fédéral, par un simple règlement, renverse la loi du Québec sans passer par une constitution, sans passer par un tribunal constitutionnel qui a la juridiction, donc qui n'est pas sujet à déférer un dossier judiciaire quelconque, quand un tribunal ne peut pas tout simplement juger et permettre au fédéral de faire du Québec une province alors que le Québec est un État
par sa loi. À partir de là, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de droit, on ne parle pas du mot droit, le mot droit est exclu, il ne fait plus partie du langage québécois, même si Maître Guy Fontaine, les juges et les avocats utilisent encore cette expression de droit, du mot droit, pour exercer leurs fonctions devant l'administration de la justice. On continue. Boisvert, du procureur général du Québec, pour vous entretenir, parce qu'elle a manifestement un intérêt à vous donner une courte réplique sur le dossier. Il y a plusieurs décisions, Cour supérieure, Cour d'appel, où ces arguments-là ont été soulevés par Maître Leblanc lui-même. Les tribunaux les ont tous rejetés. Tous rejetés. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que je ne vois pas par quelle pirouette le tribunal pourrait ce matin dire, bon, on va sur